haut-parleur, vous cliquez sur oui. Alors ce que je viens de vous dire c'est en français, mais c'est dit en anglais, hein, allow the speakers, etc. Bien, allez, donc nous commençons. Et tout d'abord, eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter en quelques secondes. Je suis Régis Bossu, le fondateur et l'animateur de la Société Internationale Leadership qui existe depuis 1988. Je suis moi-même un ancien manager et dirigeant dans plusieurs groupes nationaux et internationaux. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise spécialisée dans le domaine du management des hommes, le leadership, la négociation, l'affirmation de soi dans le cadre de l'entreprise. Nous travaillons en présentiel, à distance, en mixant les deux, face à des groupes ou individuellement. Alors donc, maintenant, et c'est là qu'on voit que déjà le premier PowerPoint traîne. Voilà. Nous allons donc travailler aujourd'hui l'attitude directive, comment être directif d'une manière motivante. Et tout d'abord, quels sont les freins à la prise de décision? Souvent, c'est une insuffisance d'information. Souvent, on se dit on n'a pas suffisamment d'informations et on temporise. Or, il est rare qu'on ait la totalité des informations avant de prendre une décision. Donc, il faut prendre aussi un certain risque, il y a un certain défi à cela. Des incertitudes concernant la réussite, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr que ça va marcher à 100%. Là aussi, eh bien, il faut se pousser, il faut oser. Et Clément nous dit, je me suis connecté via mon cell phone, j'ai le son. Super. Donc, autre point aussi, autre frein, c'est l'espoir que le temps va arranger les choses. Quelquefois, il y a des managers qui réagissent comme ça, on se dit, bon, bah, peut-être que ça va s'arranger. Et en fait, il est rare que ça s'arrange. Bien souvent, plus on attend, eh bien, plus la difficulté augmente. On peut penser aussi que d'autres, et notamment les collaborateurs, devraient eux-mêmes prendre la décision. On se dit, bon, ben, ils sont assez responsables, ce sont des adultes, etc., etc. On temporise et puis rien ne vient. Et quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Il y a les risques d'impopularité. Décider, c'est souvent trancher, hein, lorsqu'il y a une divergence d'intérêts entre ceux de nos collaborateurs et nous-mêmes. Il faut trancher, et souvent, eh bien, on se dit oui, mais ceci, oui, mais cela, il y a des risques d'impopularité, et on préfère être populaire que l'inverse, c'est vrai. Donc il faut pouvoir passer ce frein, surmonter cette difficulté. Alors, quelles sont les attentes des collaborateurs eux-mêmes face de la part de leur manager, aussi face à l'incertitude? Eh bien, les collaborateurs veulent savoir, être sûrs que le manager sait lui-même où il va, qu'il y a un pilote dans l'avion, ça les sécurise, ça limite le stress. Quoi d'autre encore? Eh bien, qu'il sait prendre ses responsabilités. C'est ce que les collaborateurs attendent de leur manager et d'un leader en général. Maintenant, de quoi un manager lui-même a le plus besoin pour être directif? D'avoir une vision claire de ses responsabilités. Mieux je connais mes responsabilités, le cadre dans lequel je vais exercer, mieux à l'intérieur de ce cadre, je vais pouvoir prendre des décisions, et des décisions adéquates. Et aussi être en accord avec mon supérieur hiérarchique. Si par exemple je prends une décision sans être sûr d'être en accord avec mon supérieur hiérarchique, le risque c'est que je sois obligé de faire machine arrière et je me déconsidère. C'est un risque. D'où, dans le management en général, et pas seulement dans ce type de situation qui nous appelle à être directif, eh bien, mieux je suis en accord avec mon supérieur hiérarchique, mieux je peux moi-même prendre mes responsabilités en tant que manager. Ça fait l'objet d'un module dans une formation que nous travaillons, le leadership en action. Et bien sûr, le courage.
le courage de prendre des décisions difficiles, le courage de les annoncer à nos collaborateurs qui sont en face de nous en tant qu'hommes et qui, bien souvent, ne sont pas préparés à ce type de décision et le risque, eh bien c'est qu'ils réagissent et qu'ils réagissent difficilement. Alors, prenons un cas. Vous avez décidé d'annuler un recrutement extérieur pour confier ce poste à un collaborateur de l'entreprise. Les raisons: la direction du groupe à laquelle vous appartenez vient de décider de privilégier au maximum le recrutement interne et réserver exclusivement le recrutement extérieur pour des compétences indispensables et inexistantes dans l'entreprise. Et vous devez maintenant annoncer votre décision à Laure Chevalier, votre responsable de la communication. Seulement, celle-ci, et là, comme vous ne voyez pas le bas, on va faire comme ça, celle-ci était très enthousiaste à la perspective du recrutement du jeune candidat de la même formation qu'elle, et qu'elle aurait pu former à sa manière, à la différence du collaborateur de l'entreprise que vous avez décidé de lui octroyer. Alors, donc, je vais, en tant que manager, faire une simulation. Mettez-vous aussi à la place de ce manager. Vous êtes le manager de cette personne, comment feriez-vous? Bon, moi aussi, je vais simuler cette situation. Je suis donc le manager et ma collaboratrice, Laure Chevalier. Alors, je vais suivre dans cet entretien différentes phases précises. Je vais les évoquer au fur et à mesure, et après, on va détailler ces phases, on va revenir dessus, et on va en discuter. Donc, j'accueille Laure Chevalier, je lui dis « Bonjour Laure, comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous, vous allez bien ?» Et ça, c'est ce qu'on appelle un accueil positif. Et je lui dis « Je vous ai demandé de venir, car j'ai décidé de recruter pour le poste que vous avez à pourvoir Bernard Dupont, qui est dans l'entreprise, qui est un ancien de l'entreprise. » Qu'est-ce que je fais? J'annonce la décision tout de suite. Et ensuite, je fais un silence. Alors, la collaboratrice peut me répondre à sa manière, de différentes manières. Elle peut dire, par exemple, je ne comprends pas, nous étions d'accord pour ce recrutement à l'extérieur, ou alors ce collaborateur que vous me proposez, il a un salaire beaucoup plus important, ou à quoi ça sert de me laisser mener ce recrutement alors que de toute façon c'est vous qui décidez. Elle peut réagir comme ça, et je l'écoute, je la laisse exprimer. Et ensuite, je lui dis, écoutez, Laure, je comprends très bien votre réaction. Maintenant, si j'ai pris cette décision, je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est deux phases. Une première phase de compréhension et ensuite d'explication. Je lui dis par exemple, écoutez, depuis la semaine dernière, la direction a décidé de promouvoir au maximum les collaborateurs en interne, ce qui a pour avantage de faire en sorte que on donne des chances aux collaborateurs les plus méritants et l'ensemble des collaborateurs savent qu'ils ont toutes leurs chances. Et ça, c'est particulièrement important. Et après, je peux lui dire, alors, compte tenu de cela, alors, d'après vous, qu'est-ce que vous allez faire pour intégrer ce nouveau collaborateur, qui est un ancien mais qui est nouveau pour vous dans ce type d'activité? Comment vous pouvez faire pour l'intégrer et faire en sorte qu'il soit opérationnel dans un maximum de 6 semaines? Et ça, c'est une autre phase qu'on appelle une phase de motivation. Comment allez-vous faire pour? Et ensuite, dernière phase, concrétisation. Alors, maintenant, si vous voulez, nous allons détailler ces différentes phases et en parler. Et pourquoi pas me faire revenir, comme ça, vous allez vérifier que je suis toujours là et bien éveillé. Donc la première phase, accueil positif. Alors vous savez, oui, mais c'est classique, c'est normal, bon, ok. Un accueil positif, pourquoi? D'abord, un accueil positif, est-ce que c'est forcément une grande cérémonie? Pas forcément. Seulement, par cet accueil positif, je montre ma considération
vis-à-vis de la personne. Et puis aussi, c'est une manière d'entrer en relation, d'inspirer confiance, de faciliter la communication. Maintenant, si j'ai déjà rencontré cette collaboratrice plusieurs fois dans la journée, il est évident que l'accueil positif va être différent. Ça peut être tout simple, hein, entrez, alors ça va, ça s'est bien passé, le téléphone avec ce client ou quelque chose comme ça, tout simplement. Mais vous voyez que dans notre comportement au quotidien, il suffit d'un détail tout simple qui montre notre considération vis-à-vis des personnes. Maintenant, un autre point pour que les gens y croient, c'est que je suis courtois, bienveillant et positif avec les gens, pas seulement quand j'ai besoin d'eux. Deuxième étape, c'est, tout de suite après, l'annonce de la décision. J'ai décidé de recruter, ou ceci, cela. Voilà. Ceci, sans détour, directement. Quel est l'intérêt d'annoncer cette décision directement, sans détour? Et aussi, j'ai dit « je », c'est pas quelqu'un d'autre. Eh bien, dès le départ, ma collaboratrice entend et comprend que cette décision est définitive. C'est rien que par cette approche et la façon de l'exprimer que le collaborateur, la collaboratrice en l'occurrence, comprend que ça, c'est définitif. Et aussi, et après, le silence. Le silence, deux avantages au silence. D'une part, par ce silence et par mon attitude, je conforte le fait que cette décision soit non négociable. Et aussi, lorsque vous annoncez quelque chose qui crée la surprise, voire l'opposition vis-à-vis de quelqu'un, la personne éprouve le besoin de réagir. Ce silence lui permet de réagir, de dire tout ce qu'elle a à dire jusqu'au bout. Et surtout si la personne est particulièrement agressive, ce qui peut arriver. Donc c'est encore plus important d'aller s'exprimer jusqu'au bout. Parce que si je ne le fais pas là, de toute façon la personne s'exprimera après, et ce sera souvent plus difficile, ou elle ne s'exprimera pas du tout, mais elle s'exprimera à sa manière après l'entretien. Et ensuite, quatrième phase, je montre véritablement que j'ai compris sa réaction. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec cette réaction, mais je la comprends. Je peux montrer très bien à un collaborateur que je comprends qu'elle puisse réagir de cette manière. Et ensuite, une phase sans laquelle j'ai aucune chance de motiver quelqu'un, et notamment dans cette circonstance, eh bien, c'est explication. Et vous voyez que c'est un étage, c'est une étape particulièrement importante pour motiver la personne. J'ai aucune chance d'avoir quelqu'un de motivé si je lui impose une décision, il ne sait pas pourquoi. Il sait comme ça, exécution, et puis voilà. Explication. Maintenant, dans cette explication, est-ce que j'avais l'air embarrassé? Est-ce que j'avais l'impression de me justifier? Et c'est là qu'il y a une grande différence entre explication et justification. Explication, je suis concret, je suis factuel, je suis tourné vers la personne. Justification, je parle de moi, je reviens sur le passé, je m'excuse et je montre un vrai embarras. Et là, par cette attitude, je donne à la collaboratrice un espoir que si elle argumente davantage, elle va me faire changer de décision. Et si mon collaborateur face à moi, ma collaboratrice, a cet espoir, ne pense qu'à ça. Et sixième phase, motivation. Dans la mise en application, ma collaboratrice a une certaine latitude. Eh bien, plus elle met cette décision en application à sa manière, elle a une marge d'autonomie, elle va le faire, mieux elle sera motivée pour passer à la mise en application. Et ensuite, concrétisation, voilà. Et ces différentes phases, c'est ce qu'on appelle un entretien directif. Et je vais faire juste une courte pause parce que j'ai vu des messages. Il y a Awa qui dit « Dans mon travail où les décisions collectives sont plébiscitées, est-ce que les collaborateurs ne risquent pas de se sentir exclus ?» Très juste. Et Clément dit « Pourquoi ne pas avoir co-décidé avec Laure en expliquant la politique de l'entreprise au préalable ?» Très bien, je vais répondre à ces deux questions.
peut-être même tout de suite après. Et bon, une idée clé d'Octave Gélinet, il n'y a de classe dirigeante que courageuse, car là, effectivement, c'est le courage qui prédomine en tant que qualité. Octave Gélinet, c'est le promoteur, il y a de ça peut-être un demi-siècle, du management participatif par objectif. Et je pense le créateur aussi de la Ségos. Alors maintenant, vos questions et réactions. Déjà, Awa et Clément ont réagi. Donc, Awa, dans mon travail où les décisions collectives sont plébiscitées, est-ce que les collaborateurs ne risquent pas de se sentir exclus? Effectivement, plus les collaborateurs sont habitués à participer, à être consultés, plus ils peuvent être surpris par une décision prise directement. C'est vrai. Seulement, est-ce que dans cette situation, moi en tant que manager, j'ai décidé d'être directif par hasard? Je peux avoir des collaboratrices, des collaborateurs très motivés, participatifs. Seulement, si dans ce cas-là je ne l'ai pas été, pourquoi? Est-ce que je peux m'attendre à ce que spontanément ma collaboratrice fasse cette proposition? C'est impossible, parce que ses intérêts sont à l'opposé des intérêts de l'entreprise ou des miens. Dans ce cas-là, je tranche et je me dois d'être directif, parce que si je prends des chemins détournés, je lui dis écoutez, ce serait peut-être bien que ceci, on a eu des indications de la DRH, la direction, et ils pensent que, etc., etc., je tourne autour du pot, j'encourage la collaboratrice à essayer de me convaincre de faire autrement. Et en finale, de toute façon, je serai contraint d'être directif. Donc il vaut mieux l'être directement. Et si un collaborateur, les collaborateurs savent que je suis participatif avec eux le plus possible et qu'à un moment donné, je suis directif, là dans ce cas, ils se diront, ben ça, c'est que c'était véritablement nécessaire. Donc l'attitude directive, oui, à condition que ce ne soit pas toujours le cas. Plus je suis participatif avec mes collaborateurs, mieux aussi, ils comprendront et ils accepteront quand exceptionnellement je suis directif. Deuxième question, c'est Clément. Pourquoi ne pas avoir co-décidé avec l'or en expliquant la politique de l'entreprise au préalable? Eh bien, j'ai répondu à cette question et la collaboratrice comprend et sait quelle est la politique de l'entreprise, mais bon, elle peut avoir aussi un avis différent sur ce cas-là. Et donc, là, je suis directif, et quand je donne des explications, à partir du moment où elle les connaît déjà, ça ne fait que renforcer la situation. Donc, ce que nous travaillons là, c'est complètement différent qu'une attitude autocratique qui consiste à prendre toujours les décisions, j'ai décidé ceci, faites cela. Ça, par contre, cette attitude-là autocratique est une attitude complètement démotivante et qui va à l'inverse de notre volonté de vouloir faire évoluer les collaborateurs. Il y a des cas, un manager, un dirigeant se doit de trancher. Seulement, dans ces cas-là, il le fait d'une certaine manière, et il fait tout pour que le collaborateur ou les collaborateurs soient motivés pour mettre en application. Même si c'est dur, même si ça ne correspond pas à ce qu'ils voulaient au départ. Qui a d'autres questions encore? N'hésitez pas. Alors d'autres questions vont venir, notez-les, posez-les et j'y répondrai. Et si jamais ces questions arrivent après le webinaire, vous aurez mes coordonnées et soyez libres de me joindre et de me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors maintenant, pourquoi et quand être directif? Quand il y a urgence, par exemple. Parce que l'attitude participative est une attitude qui prend plus de temps. Quelquefois, bon, il y a urgence, je tranche. Maintenant, je fais d'une certaine manière.
et surtout quand il y a une divergence d'intérêts entre ceux des collaborateurs et ceux de l'entreprise. Je ne peux pas m'attendre à ce que spontanément un collaborateur fasse une proposition qui aille à l'encontre de ses intérêts. Là, je suis directif. Quand le niveau de motivation du collaborateur va à l'encontre de l'objectif, ça rejoint le premier point. Et aussi quand le collaborateur n'a pas les ressources nécessaires pour décider lui-même. Il y a des collaborateurs qui n'ont pas toutes les informations, qui n'ont pas toute la formation, qui, à certains moments de leur évolution, doivent encore découvrir un certain nombre de choses. Si je les fais participer alors qu'ils n'ont pas les ressources, je les embarrasse plutôt qu'autre chose. Maintenant, l'attitude directive peut être aussi celle où je dis comment il faut faire, où là je fais de la formation, je dis, j'expose, je montre, je démontre. Ça, c'est encore autre chose, et c'est aussi un aspect de l'attitude directive en tant que soutien du ou des collaborateurs. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les situations où il faut privilégier l'approche directive? Eh bien, c'est celle dont on vient de parler. Et dites-moi, non, j'ai l'impression que j'ai anticipé par rapport à votre question. Bien, alors, oui. N'hésitez pas, si vous voulez, un complément d'information, hein, n'hésitez pas. Surtout que nous sommes peu nombreux et donc nous avons le temps d'aborder les choses. Maintenant, que faire pour que un entretien par lui-même, un entretien directif soit motivant? La décision est bien pesée. On vient de voir une méthodologie avec différentes phases dans un certain ordre pour conduire un entretien avec plus d'efficacité. Seulement, si je ne crois pas moi-même à cette décision, si celle-ci n'est pas suffisamment bien pesée et qu'à l'intérieur de l'entretien, le collaborateur me montre que je me suis planté, là je me discrédite. Donc, avant de décider même d'être directif, je vais bien peser ma décision. Les pour, les contre, les conséquences sur l'équipe, leurs réactions. Et si je me dis, quelle que soit leur réaction, c'est véritablement ça qu'il faut que je fasse, là je suis convaincu et je trouverai beaucoup mieux les bonnes explications et j'éviterai aussi le piège de la justification. Donc, autre point, l'entretien est préparé. J'ai bien pesé ma décision et aussi je vais préparer mon entretien. Surtout que j'ai un avantage, je connais ma collaboratrice ou mon collaborateur. Je peux aussi me dire, dans cet entretien, elle risque de me faire cette objection, de réagir comme ceci ou comme cela. Si c'est le cas, comment je fais? Et là, je me préparerai plus encore à écouter la personne jusqu'au bout, montrer que je la comprends et aussi donner des bonnes explications. Dans l'entretien, la décision est annoncée directement, sans détour. Plus je prends des chemins détournés, plus j'encourage la personne, plus d'abord je donne des signes de malaise, de manque d'assurance de ma part, et plus j'encourage la personne à réagir différemment de ce que je souhaite. Explication et non-justification. Alors, la différence, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Explication, c'est factuel, c'est précis, et je suis tourné vers la personne, là, je m'affirme. Explication avec un S, ça c'est un piège. Si je peux donner une seule explication sur laquelle je me tiens, ce sera encore beaucoup plus puissant. Explication avec un S, si elles sont véritablement complémentaires, parce que plus j'en donne, plus je peux donner l'impression de me justifier, ou donner une explication qui, elle, sera plus propice à la contre-attaque. Justification, bon, eh bien, je montre de l'embarras, je dis, mais vous savez, je sais bien, je sais que c'est difficile, mais si j'ai pris cette décision, vous croyez que ça m'amuse, j'ai bien pensé que ceci, que cela, etc., etc., et là, qu'est-ce que je fais? Je m'enfonce. Y a-t-il d'autres questions? On continue.
Le manager est prêt à comprendre les réactions du collaborateur, oui. C'est pas un entretien, c'est un entretien directif, oui, mais c'est aussi un dialogue. On écoute l'autre et on comprend l'autre. Et le collaborateur ou la collaboratrice peut faire des propositions sur la mise en œuvre. Je fais en sorte, plus le collaborateur, plus mes collaborateurs ont une marge de manœuvre, ont une initiative pour mettre en place cette décision. S'ils mettent en place cette décision avec leurs moyens, avec leurs idées, avec l'autonomie dont je suis prêt à leur donner, ils sont infiniment plus motivés. Et ça aussi, c'est quelque chose que je prépare. Avant l'entretien, je peux me dire qu'est-ce que je suis prêt à leur donner comme moyen ou comme marge de manœuvre. Et le non-verbal du manager est en harmonie avec le message. Le non-verbal, c'est le regard, c'est les gestes, c'est l'intonation. Et c'est le fait aussi d'être direct plutôt que les chemins détournés, être hésitant, etc. Alors, donc, dans notre préparation, quelles questions se poser avant l'entretien? Une parenthèse, vous allez recevoir 1 heure après tout le PowerPoint avec tous ces éléments-là comme aide-mémoire. Et ensuite, et demain, vous aurez le replay. Alors, quelles questions se poser avant l'entretien? Quel est le niveau de motivation du collaborateur sur le sujet en question? Parce que je peux avoir des collaborateurs très motivés en général, pas forcément sur ce sujet-là. De même que je peux avoir quelqu'un d'extrêmement compétent en général, pas forcément sur ce sujet. Donc là, je vais m'y prendre différemment. Et quelle est la marge de manœuvre, les moyens que je suis prêt à accorder pour la mise en œuvre? Plus celle-ci est large, plus le collaborateur a d'autonomie sur le sujet, plus il sera motivé. Seulement, il faut que je sois prêt à cela aussi et que je l'organise. Et c'est évité. Alors, comment vous allez faire? Le collaborateur me fait une proposition et je dis non, mais ceci, cela. Vous ne pensez pas que ce serait mieux de faire comme ceci, comme cela? Et là, on est en plein dans la manipulation. De motiver un collaborateur, c'est tout l'inverse. Suis-je bien préparé? Préparation, voire même répétition. L'annonce de la phrase « j'ai décidé », il vaut mieux, quelquefois, d'avoir répété de façon à ce que je le dise avec naturel. Une attitude motivante, c'est aussi accepter le risque d'être impopulaire, être ferme et la fermeté différent d'agressivité, accepter que nos interlocuteurs puissent avoir des intérêts différents des nôtres et les écouter. C'est aussi sécuriser les collaborateurs parce qu'à certains moments, les collaborateurs ont besoin de savoir qu'un manager est capable de prendre des décisions et trancher. C'est stressant pour des collaborateurs d'avoir un manager qui a du mal à prendre des décisions. Et c'est tout le contraire de l'autocratie. C'est prendre les décisions qui s'imposent et uniquement celles qui s'imposent et encourager le plus possible la participation des collaborateurs. Dans ce cas-là, les collaborateurs comprendront mieux qu'à un moment donné, si je suis directif, c'est qu'il y a une vraie raison. Alors, avant de terminer, vos questions, vos réactions, allez-y. Est-ce que vous préférez parler plutôt que d'écrire? Dites-le, et puis dans ce cas-là, je vous ouvre le micro. Alors, ouais. Pouvez-vous donner un autre exemple de situation où les intérêts des collaborateurs et ceux de l'objectif divergent? Ah oui, par exemple, un collaborateur
me demande de prendre ses congés à un moment qui est manifestement hors jeu. Il y a les règles du jeu, c'est connu, chacun prend ses congés de telle et telle manière, il y a une telle procédure, et exceptionnellement un collaborateur qui me dit oui, dans ces cas-là, je vais dire bon, écoutez, j'y réfléchis, je pèse le pour et le contre, et quand je dis que j'y réfléchis, dans ce cas-là, je donne un délai court. Parce que plus ce délai est long, plus le collaborateur pense que le temps joue en sa faveur. Donc, je décide que les règles du jeu doivent être respectées. Dans ce cas-là, j'invite ma collaboratrice et je dis, écoutez, j'ai bien réfléchi à la demande que vous avez faite et j'ai décidé de refuser. Silence. La collaboratrice dit, oui, mais écoutez, je ne comprends pas, pourtant je fais des efforts, etc., etc. Je lui dis... Et là, je peux lui répondre en disant, écoutez, je comprends très bien que ça ne vous convienne pas. Hein, et si j'ai pris cette décision, je vais vous dire pourquoi. Alors là, je vous donne une précision. Quand c'est le cas, vous avez un argument massu auquel vous pouvez vous tenir absolument, c'est les règles du jeu de l'entreprise. Et là, il y a des règles du jeu à respecter et c'est la raison pour laquelle c'est les mêmes pour tout le monde, sans exception. Quand c'est le cas, quand c'est vrai, ça, c'est une explication en or. Seulement, avant de dire ça, faites en sorte, assurez-vous bien que dans des cas précédents, il n'y en ait pas eu d'autres pour lesquels ils ont bénéficié de certaines exceptions. Alors, autre exemple de situation où, oui, des collaborateurs, effectivement, qui demandent des avantages pour eux. Donc, une attitude directive, c'est annoncer une décision qui peut être un refus, un non. Un collaborateur, par exemple, a fait des efforts, il a progressé, il s'attend à avoir une évolution, il vous le demande. Et donc là encore, vous pesez le pour et le contre et vous apercevez que la personne doit encore gagner en compétence sur certaines choses, ou doit savoir mieux faire certaines choses. Voilà. Et là, pareil, j'utiliserai la même trame d'entretien. J'invite la collaboratrice ou le collaborateur, je l'annonce, je dis écoutez, j'ai réfléchi, et pour l'instant c'est non. Le collaborateur réfléchit, réagit, et il se dit je vais vous dire pourquoi. Et là je peux commencer sur du positif. Je comprends très bien que vous vouliez parce que vous avez fait des efforts, vous savez très bien faire ceci, très bien faire cela, très bien. Maintenant, si je vous ai refusé, c'est aussi parce que je veux que toutes les conditions pour que vous preniez cette fonction, eh bien, toutes les conditions de succès soient réunies. Et là, vous avez un certain nombre de points à travailler aussi. C'est ça, ça et ça, par exemple. Et lorsque ça, ce sera le cas, là, vous mériterez cette nouvelle fonction ou cette nouvelle augmentation. Et aussi, et surtout, pour que la collaboratrice ou le collaborateur évite que je la balade et que je fasse des promesses en l'air, on part sur un plan d'action. Voilà. Si voilà, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler, comment vous allez le faire, avec qui, dans combien de temps, etc. Et là, le collaborateur ou la collaboratrice peut repartir motivé, malgré le non, parce qu'il sait pourquoi, et aussi que je suis avec elle pour l'aider à continuer à progresser. Vous voyez que deux choses principales pour réussir à faire ça, préparation et aussi le positif. S'appuyer sur le positif de la personne. Plutôt que de dire vous n'êtes pas assez compétente et ça c'est démotivant, je peux lui dire vous avez à mieux maîtriser tel point ou tel point. Voilà. Et là je montre que malgré le non, je suis avec elle. Alors il y a Awa qui me dit merci, c'est très clair. Merci pour cette valorisation, Awa. Alors pensez aussi dans le management des hommes, on s'éloigne de l'attitude directive, qu'une valorisation méritée, c'est une stimulation formidable. Et aucun collaborateur n'est saturé de ce genre de choses. Moi non plus d'ailleurs. À condition que ce soit vrai. Alors, quelqu'un d'autre a réagi. C'est Adam. Une fois la décision effectuée, comment le manager doit s'assurer que le collaborateur reste toujours motivé? Eh bien avec un suivi. Avec un suivi, effectivement, on invite un collaborateur à faire un effort particulier. S'il ne se passe rien après, le collaborateur peut se dire bon, c'est que c'était pas si important que ça. La prochaine fois, peut-être que je ne vais pas me démener autant. D'où le suivi. Quelquefois même, un mot qui est déplaisant et qui fait partie du même état d'esprit, c'est le contrôle. Contrôler
Contrôler pour motiver, c'est autre chose que contrôler d'une manière pesante qui montre qu'on ne fait pas confiance. On a un collaborateur, il fait des efforts, je fais le point avec lui pour le suivre. Et là, je montre tout mon intérêt vis-à-vis du collaborateur pour ses efforts, pour ses réussites. Et ce contrôle ou ce suivi permet, dans la mesure où il est bien cadencé, fait dans les temps, ça permet d'abord de constater si le collaborateur est sur la bonne voie, sinon on peut l'aider à corriger la trajectoire quand il est encore temps, donc je l'aide à mieux réussir, et si la collaboratrice ou le collaborateur est dans la plaque, c'est de pouvoir dire bravo, et ça c'est autre chose que des flatteries, parce que je dis bravo sur quelque chose d'effectif, et vous voyez que le contrôle, le suivi, c'est un élément puissant de motivation, pour motiver les collaborateurs et les aider à progresser en permanence. C'est complètement différent que ce qu'on appelle le micromanagement avec un contrôle à la culotte sur le moindre détail et ceci et ceci et cela. Ça, c'est épouvantable, c'est tuant. Un contrôle motivant, c'est un contrôle d'abord qui est convenu avec le collaborateur, qui est régulier et qui se base sur les faits et qui est fait positivement. Ça fait l'objet de certaines situations d'ailleurs que nous travaillons très régulièrement dans tout un cycle de formation, notamment le leadership en action. Qui a d'autres questions ou réactions alors? Eh bien, en tout cas, déjà, vos réactions montrent que le sujet vous intéresse. Et aussi, les questions montrent que vous avez énormément de bon sens et vous pensez aux réactions concrètes qui peuvent se passer sur le terrain. Très très bien. Et maintenant, mais je vais ouvrir une courte page de publicité. Nous avons un module en e-learning qui est un module juste pour ce domaine-là. Un module sur l'attitude directive, les différents entretiens d'attitude directive avec des phases, avec des exemples d'entretiens modèles, des entretiens perfectibles, avec des guides de préparation et aussi un accès au forum où vous pouvez poser vos questions, avoir les réponses d'autres participants et surtout les réponses de votre coach. Et donc c'est un module en e-learning très interactif, voilà. Alors si vous voulez plus de renseignements, je vous donnerai à la fin les caractéristiques de notre site. Notre prochain webinaire avec Centrale, qui fait partie du cycle d'affirmation de soi, eh bien c'est le 16 avril, même heure. Comment mener des entretiens de recadrage positivement. Quelqu'un a un comportement qui ne convient pas, quelqu'un fait une erreur, comment intervenir positivement, faire que cet entretien soit lui aussi un vrai entretien de motivation et de développement du collaborateur. De temps en temps, je lorgne aussi la boîte de chat. Autre point, alors maintenant et pour terminer, tout ce que nous venons de travailler est aussi travaillé dans un cycle de formation en 10 modules sur 8 à 10 semaines, avec une partie en e-learning, en ligne, avec 5 séances d'entraînement classe virtuelle, comme si on était véritablement en réunion. Et là, on travaille sur les mises en application et aussi sur l'entraînement de conduite d'entretien. Et aussi 3 heures de coaching individuel avec votre coach. Donc 18 vidéos, 40 aides-mémoire, tout ça vous aurez le temps de le lire quand je vous enverrai l'aide-mémoire. Et à partir de, mais pour la formule complète avec coaching, ça va plus loin. Vous aurez les informations sur le site. Voilà, avec les coordonnées. Maintenant, vous avez mes coordonnées personnelles. Soyez libre de me contacter. Vous voulez un complément d'information? Je suis à votre disposition. Il est probable que vous ne m'ayez pas directement au téléphone tout de suite. Vous laissez un message, je vous rappelle au maximum dans les 24 heures.
et je vous assure que ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis de répondre et de vous être utile. Et maintenant, bravo à tous et à très bientôt.